Salam! On est de retour, mais cette fois avec un nouveau module qui est le module d'enzymologie. Alors, l'enzymologie est l'étude des enzymes. Alors, on va voir ensemble dans cette vidéo des généralités sur les enzymes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une enzyme? Donc, une enzyme est une protéine possédant des propriétés de catalyse spécifiques d'une réaction chimique du métabolisme de l'être vivant qui la produit. Elle possède plusieurs propriétés. Parmi ces propriétés, donc, elles sont considérées comme des molécules thermolabiles. C'est-à-dire qu'elles sont sensibles à la chaleur et que leur structure peut être modifiée et même altérée à de hautes températures. Elles sont considérées aussi comme des molécules à activité pH dépendante, c'est-à-dire que leur activité est optimisée à des valeurs précises de pH. Et comme on trouve les enzymes un peu partout dans l'organisme, les enzymes de l'estomac présentent une activité optimale à un pH acide. Par contre, ceux de l'intestin présentent une activité optimale à un pH basique. Donc ce sont des biocatalyseurs puisqu'ils accélèrent ou ils augmentent la vitesse des réactions. En absence d'enzymes, il peut y avoir une réaction, mais elle est lente. Elle peut durer même des jours. L'enzyme n'interagit pas et n'entre pas dans des réactions avec les réactifs. Elle ne modifie pas aussi le résultat, le produit d'une réaction. Elle agit à de très faibles concentrations. Par exemple, une molécule de catalase peut hydrolyser 5 millions de molécules de H2O2 par minute à une température de 37 degrés Celsius qui correspond à la température corporelle et à un pH de 7,4. Les enzymes ne sont pas consommées au cours de la réaction. Donc, à la fin de la réaction, l'enzyme se trouve intacte et sa structure reste inchangée. Donc, elles sont régénérées et on peut les réutiliser dans une nouvelle transformation. Elles possèdent une double spécificité. Une spécificité vis-à-vis de la réaction. Elles catalysent le même type de réaction qui est destiné au même substrat. Donc, elle a aussi une spécificité vis-à-vis du substrat. Toute enzyme comporte une structure primaire qui correspond à une séquence d'acides aminés qui donne naissance à une structure tridimensionnelle qui à son tour identifie l'activité catalytique de l'enzyme. Donc une enzyme n'est active que seulement si elle possède une structure tridimensionnelle. L'enzyme a de ce fait une forme compactée. Elle est dite protéine globulaire, qui est stabilisée par de nombreuses liaisons, telles que les liaisons d'hydrogène, les liaisons ioniques, les liaisons hydrophobes et les ponts disulfures. Cette organisation entraîne une localisation des acides aminés polaires en surface externe et des acides aminés non polaires vers l'intérieur de la molécule qui correspond à une zone hydrophobe. Et c'est au niveau de cette zone que se trouve le site actif de l'enzyme. Ce site a la forme d'une cavité. Il est subdivisé en deux parties, un site de fixation, encore appelé site de liaison, ou encore un site de reconnaissance, qui reconnaît par complémentarité de forme le substrat spécifique de l'enzyme. On distingue aussi un site catalytique qui permet la réaction transformant le substrat en produit. Les enzymes adoptent plusieurs degrés d'organisation, ce qui permet de les subdiviser en enzymes monomériques. Donc ce sont des enzymes constituées d'une seule sous-unité, c'est-à-dire une seule chaîne polypeptidique, dotée d'un seul site actif. Prenons comme exemple la glycoside hydrolase acide.
Les, les enzymes oligomériques sont des enzymes constituées de plusieurs monomères ou plusieurs sous-unités, entre 2 et 4 le plus souvent, comme par exemple la pyruvate kinase, qui intervient dans la dernière étape de la glycolyse. On a aussi les isoenzymes. Donc, ce sont des formes différentes d'une enzyme qui catalysent la même réaction biochimique. Prenons comme exemple la lactate déshydrogénase, qui possède plusieurs isoformes qui se trouvent un peu partout. Par exemple, la LDH est retrouvée au niveau du muscle utérin et au niveau des poumons. Par contre, la LDH5 est retrouvée au niveau du foie. Enfin, le complexe multi-enzymatique qui correspond à un ensemble d'enzymes catalysant la même réaction. Donc ces enzymes-là vont s'associer entre elles pour former des complexes multi-enzymatiques. Donc chacun des enzymes constitutives intervient dans la catalyse enzymatique en assurant une des étapes de la réaction enzymatique. Prenons comme exemple le complexe pyruvate déshydrogénase, qui résulte de l'association de 3 enzymes. On passe maintenant à la nomenclature et à la classification des enzymes. Donc avant 1961, les enzymes ont été dénommées selon le nom du substrat sur lequel elles agissent en ajoutant le suffixe ase. Exemple, uréase qui agit sur l'urée, la lipase qui agit sur les lipides et la transaminase, etc. D'autres enzymes, donc ils ont établi à d'autres enzymes un nom commun et qui ne donne aucune indication sur la réaction catalysée comme la trypsine, la papaïne, etc. Puis, il y a eu une nomenclature fonctionnelle où le nom de l'enzyme indique à la fois le nom du substrat, le nom de la réaction catalysée, suivi du suffixe ase. Exemple, glucose 6-phosphate, qui est l'enzyme qui hydrolyse la liaison ester-phosphate en position 6, c'est-à-dire au niveau du carbone 6 du glucose, etc. Donc enfin, la commission des enzymes a établi une classification qui attribue à chaque enzyme un nombre à 4 chiffres. Le premier chiffre peut varier de 1 à 6. Il indique le type de réaction. Le deuxième désigne la sous-unité de l'enzyme qui est définie suivant son mécanisme d'action. Le troisième nombre désigne la nature du substrat spécifique ou du coenzyme. Le quatrième chiffre est un numéro d'ordre dans un groupe et dans le sous-groupe. Lorsqu'une enzyme se termine par 99, cela signifie qu'elle est incomplètement caractérisée. Donc prenons comme exemple EC271. Donc c'est une hexokinase, appelée aussi ATP-D-hexose-6-phosphotransférase. Donc EC, le premier chiffre c'est le 2, qui signifie que l'enzyme fait partie de la classe des transférases. Le deuxième chiffre est un 7 qui désigne la sous-classe et indique que le donneur de groupement phosphate est un ATP. Le troisième chiffre est un 1 qui désigne que l'accepteur de groupement phosphate est un déhexose. Le quatrième et dernier chiffre, donc c'est un 1,
qui signifie que la réaction est d'ordre 1. On passe maintenant à la classification des enzymes. Donc, selon la nomenclature officielle, les enzymes sont répartis en 6 classes. La première classe étant la classe des oxydoréductases. Donc, ce sont des enzymes qui catalysent la réaction d'oxydoréduction en transférant les ions H+ et les électrons. Elles sont associées à des coenzymes d'oxydoréduction tels que le NAD+, le FAD, etc. Et plusieurs de ces enzymes sont connues en tant qu'oxydases, déshydrogénase, peroxydase, etc. La deuxième classe étant la classe des transférases. Donc ces enzymes-là assurent le transfert intermoléculaire, c'est-à-dire entre les molécules, d'un groupement fonctionnel. Comme par exemple les kinases qui transfèrent les groupements phosphates et les phosphatases, etc. La troisième classe est la classe des hydrolases. Donc cette classe assure l'hydrolyse d'une liaison chimique, telle que les peptidases. Donc les peptidases assurent l'hydrolyse d'une liaison peptidique. La quatrième classe étant la classe des liases. Ces enzymes catalysent l'addition ou l'élimination d'un groupement chimique sur des atomes engagés dans une double liaison. La cinquième classe est la classe des isomérases. Ce type de classe, au contraire, donc à la différence des transférases, elle assure la catalyse de transfert intramoléculaire au sein de la même molécule de groupement chimique. La dernière classe étant la classe des ligases. Donc ces enzymes-là catalysent la formation de liaisons covalentes entre deux molécules. Ils assurent l'assemblage de deux molécules. Donc les enzymes sont produites par toutes les cellules vivantes, qu'elles que soient prokaryotes ou eucaryotes. Les enzymes commerciales utilisées industriellement sont essentiellement obtenues à partir de 3 sources. Elles peuvent provenir d'animaux tels que les souris et les lapins, elles peuvent provenir de végétaux et elles peuvent aussi provenir de micro-organismes. Il faut savoir que les micro-organismes sont préférentiellement utilisés comme source d'enzymes industrielles pour de nombreuses raisons, telles que la nécessité d'un faible coût de production et la disponibilité de matières premières à partir de laquelle on extrait les enzymes. Donc il y a un peu partout, il y a partout les micro-organismes, on peut trouver partout les bactéries, bien sûr sauvages qui ne sont pas commerciales. Et c'est facile à extraire les enzymes à partir de ces micro-organismes, donc, etc. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos proches et de vous abonner sur ma chaîne pour que vous puissiez recevoir les nouvelles vidéos. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, vous me laissez vos commentaires. Merci, à bientôt.